Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D. Je suis Charlie Leroy et cette semaine, on va travailler ensemble un sujet qui va en intéresser encore une fois pas mal, l'optimisation de vos impressions FDM. Que ce soit sur des imprimantes Creality, Race 3D, Ultimaker ou toute autre imprimante FDM, il y a certains paramètres qui sont assez évidents, mais il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Et donc le but de cette vidéo va être de parcourir un petit peu toutes les différentes types de pièces et tous les différents impacts que vont avoir les déplacements de l'imprimante en termes de résultats et d'aspects visuels. Donc comme d'habitude, on va travailler sur différents modèles 3D, on va travailler donc et même sur différentes machines. Par contre, on travaillera uniquement sur le PLA. Ici, j'ai sélectionné un PLA de la marque 4Shape qui sera vraiment utilisé pour la totalité des tests, histoire de ne pas faire varier le filament et potentiellement également la qualité et les paramètres sur celui-ci. Avant d'attaquer, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui commentent les vidéos. Encore une fois, cette semaine, le but de la chaîne Polyfab 3D, c'est de vous transmettre un maximum de connaissances pour que vous soyez capable vous-même de personnaliser, d'adapter votre paramétrage à votre besoin, à votre pièce. On va attaquer tout de suite et la première chose qui est très importante à déjà valider avant même de s'occuper de son paramétrage logiciel et des déplacements de l'imprimante, il faut s'assurer justement du bon état de l'imprimante. Quand on travaille sur la qualité visuelle de son objet, eh bien, il faut véritablement que l'imprimante soit dans le meilleur état possible pour être capable de réaliser au mieux tous les déplacements et toutes les manipulations liées au filament. Donc, d'un point de vue imprimante, dans un premier temps, pour avoir le maximum de régularité, la première chose qui sera primordiale, c'est d'avoir une buse qui soit bien entretenue. Si vous avez une buse qui n'est pas forcément en bon état, qui est un petit peu bouchée, obstruée, eh bien ça va avoir plusieurs impacts. Déjà, vous allez avoir une buse qui n'extrude pas forcément la quantité de matière attendue et ça provoquera des manques de matière, de la sous-extrusion, des largeurs de lignes qui ne sont pas cohérentes par rapport à ce qu'on demande et donc des lignes qui ne se touchent pas ou ce genre de choses. Ça peut également libérer des petites particules carbonisées dans la buse, des petites saletés noires qui vont tomber de la buse pendant l'impression et donc laisser des traces, particulièrement quand vous imprimez avec des filaments clairs. Si vous avez des petites particules noires qui tombent dans vos impressions, c'est sans doute des choses qui étaient coincées dans la buse et qui sont libérées pendant l'impression. Donc la première chose à faire, c'est procéder à un bon nettoyage régulier de votre buse. Il existe plusieurs méthodes. La meilleure, ça reste la méthode atomique. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais vraiment, c'est ce qui nous garantit d'avoir une buse qui est parfaitement vidée de tous les résidus potentiels qu'il pourrait y avoir dans la buse. La deuxième chose à entretenir, c'est votre système d'extrusion. Et quand on parle des systèmes d'extrusion, on va donc remonter toute la partie en amont de la buse. Donc le système qui va entraîner le filament, les roues crantées doivent être propres, sinon elles vont avoir tendance à patiner sur le filament et être moins efficaces dans les avancées, mais aussi et surtout dans les remontées de filament, là où justement on pourrait créer des coulures pendant les phases de rétraction. Mais aussi, c'est lié au tube téflon. Le tube téflon dans lequel glisse le filament est soumis à l'usure et donc plus il va être usé, plus il va faire frotter vos filaments et donc vous allez avoir effectivement encore une fois un filament qui réagit peut-être un petit peu moins bien, un petit peu moins vite aux différents mouvements de l'extrudeur. La dernière chose d'un point de vue machine, c'est tout simplement les tensions de vos courroies. Sur des imprimantes makers, on va dire, on est plutôt sur un système de courroies, donc là il va être important de les retendre. Sur les versions les plus modernes, on va avoir des tenseurs qui sont intégrés en général aux imprimantes, donc c'est vraiment très facile de s'assurer de la bonne tension de ces courroies. Et sur les imprimantes qui sont équipées d'axes, eh bien là c'est plutôt une lubrification, un graissage régulier qui sera nécessaire. Voilà, d'un point de vue machine, c'était vraiment la base, mais déjà quand on veut s'assurer d'avoir une qualité optimale, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et donc la machine, déjà, c'est la première étape. La deuxième chose qui va être importante et qui va impacter très fortement le résultat visuel de votre objet, quand on débute en impression 3D, on n'a pas forcément toujours les meilleurs réflexes, donc ça va être lié à l'orientation de votre objet. Ici, on va travailler sur le logiciel Cura, encore une fois, on va simuler les impressions en PLA et on va en lancer pour autant un bon nombre. Donc ici, j'ai travaillé sur un violon, j'ai travaillé donc sur 3 orientations différentes ce violon.
afin justement de pouvoir tester, on va dire, en réalité, quelles seraient les meilleures façons d'orienter l'objet. Parce que, comme je le disais, parfois, la méthode la plus intuitive qui est de poser les objets à plat, eh bien finalement, déclenche dans certains objets des résultats qui ne sont pas optimum. Et donc, peut-être que d'autres orientations seraient plus intéressantes. Donc ici, vous avez les résultats de ces 3 violons imprimés donc avec support, donc un qui a été positionné à la verticale, l'autre qui a été positionné à plat et un dernier qui a donc été positionné en position oblique, histoire d'avoir quelque chose voilà, d'un petit peu original et voir un petit peu ce que ça peut produire comme résultat. Donc, on va regarder d'un petit peu plus près les différents résultats. Ce que l'on peut voir, c'est que en fonction des zones de l'objet, chaque méthode d'orientation va apporter un résultat qui sera plutôt différent. Ici, sur un objet comme celui-ci, qui est assez complexe, on se rend compte qu'on n'a pas une méthode d'orientation qui va avoir finalement le meilleur résultat à tous les niveaux. Ici, on voit qu'on a sur certains objets, ici, un aspect qui est plutôt très joli sur cette face-ci de l'objet qui est orienté, alors que pour la version qui est à plat, le fait de l'avoir mis à plat, finalement, ça crée des marches très importantes qui vont rendre finalement un objet qui est visuellement pas aussi joli que ce qu'on aurait pu retrouver justement dans d'autres orientations. De la même manière, sur la version qui a été mise à la verticale, on va retrouver beaucoup plus ce phénomène de marche justement sur cette partie ici, sur le manche en fait du violon. Et donc là, c'est finalement, dès qu'on va travailler finalement sur de la verticalité avec une très faible pente, l'effet de marche va être très visible. Ici, dans la version qui a été imprimée à 45 degrés, on va dire, on a quelque chose qui réagit tout à fait différemment et la visibilité des couches est très différente. Et finalement, on a un aspect qui est peut-être plus intéressant parce que il convient peut-être un petit peu mieux en moyenne, on va dire, dans tous les sens. Bien évidemment, ça impactera le temps d'impression et la quantité de matériaux, mais sachez que voilà, quand vous recherchez vraiment à avoir un objet qui soit le plus joli possible avec le moins de post-traitement possible, parfois c'est plutôt économique de faire travailler un petit peu plus l'imprimante. Ça limitera beaucoup le temps de post-traitement pour aller effacer justement ou atténuer un petit peu l'effet de ces couches qui sont très marquées, on va dire, sur les zones avec une très faible pente. Donc c'était bien évidemment la base, mais encore une fois, l'orientation des modèles 3D est très importante. Parfois, il n'y a pas de bonne façon d'orienter, il y a simplement une façon d'orienter son objet pour valoriser, on va dire, telle ou telle zone du modèle 3D. Et en tout cas, je vous invite vraiment à faire des essais quand vous avez des pièces vraiment qui valent le coup, on va dire, d'être testées plusieurs fois. N'hésitez pas à faire comme moi et positionner les pièces sur le plateau directement sous des positions différentes. Vous laissez la machine travailler et vous avez directement tous les résultats sous les yeux. L'autre paramètre, bien évidemment, qui est très évident, mais que tout le monde n'a pas forcément le réflexe de faire varier, c'est l'épaisseur de la couche. Justement, quand on reprend l'histoire tout à l'heure de mes pentes qui génèrent justement cet effet de marche, ces marches représentent justement mon épaisseur de couche. Plus mon épaisseur de couche est fine, plus les marches sont fines et donc forcément, moins la visibilité va être importante. L'épaisseur de couche est cruciale pour augmenter effectivement la qualité de votre objet. Plus vous allez avoir des couches fines, plus votre objet apparaîtra lisse, plus les courbes seront dessinées avec des marches qui seront fines et donc quasiment invisibles. Ça produit un temps d'impression plus élevé bien sûr, mais encore une fois, c'est peut-être du temps que vous allez gagner au post-traitement. Donc faire varier vos couches entre des couches de 0,1 et 0,25 produit généralement déjà des grosses variations de temps d'impression, mais aussi des grosses variations de qualité. Il existe donc, il y aura un paramètre qui s'appelle les couches adaptatives. Le logiciel va étudier, on va dire, la géométrie de votre objet et justement les pentes, les courbes et les porte-à-faux et va décider lui-même d'aller mettre des couches plus fines à certains endroits qu'à d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose que par défaut, le logiciel active sur des Creality, mais qu'il n'active pas, par exemple, sur les imprimantes officielles de Cura, les Ultimaker. Et c'est quelque chose qui sera à faire manuellement sur le logiciel IDEA Maker, par exemple, mais ça nous offre aussi plus de liberté sur ce paramétrage. En tout cas, ce paramètre nous permet de justement faire des couches plus fines où c'est nécessaire et de faire des couches plus épaisses là où l'impact est moindre. Sur des zones qui sont effectivement très verticales, le fait d'avoir des couches plus ou moins fines est beaucoup moins visible que sur les zones qui sont courbes ou qui sont en pente. Un rappel qui me semblait important, effectivement, l'épaisseur de la couche qui est déjà la première
le premier paramètre logiciel à prendre en compte pour faire varier la qualité. Le quatrième point a différents noms selon les logiciels. Sur Cura, en français, ça va s'appeler jointure. En anglais, ça va s'appeler theme. C'est quelque chose qu'on peut appeler aussi cicatrice. Et en tout cas, ce sont des marques qui sont laissées sur l'objet au moment du début, on va dire, de la couche. Au moment où la couche est créée et est interrompue, eh bien ici, ça va forcément laisser une petite marque de ce décrochage et c'est ce qu'on appelle la cicatrice. Dans le logiciel Cura, on a plusieurs possibilités pour aller justement positionner cette cicatrice à différents niveaux. J'ai testé sur une petite pièce justement les différentes possibilités qu'offrait le logiciel Cura en termes de positionnement de cette cicatrice et vous allez voir qu'en fonction des typologies de demande, eh bien on a des résultats qui sont très différents. Soit les cicatrices sont alignées à un point spécifique, soit les cicatrices sont réparties aléatoirement sur le modèle 3D, soit on tente de les dissimuler dans les angles les plus importants de votre modèle 3D. En réalité, c'est ce paramètre qui est activé par défaut dans les logiciels, donc le fait de venir dissimuler, de masquer la jointure dans les angles. Et donc, c'est ce qui permet justement d'utiliser sur une pièce comme celle-ci, dès qu'on va trouver justement un angle, eh bien, on va venir y dissimuler la cicatrice. C'est quelque chose qui ne va pas forcément être très adapté à cette pièce parce qu'on a des zones où effectivement, on n'a pas d'angle. Donc, eh bien, effectivement, la cicatrice va avoir des comportements différents et donc c'est ce que vous allez pouvoir voir à travers ces différents petits résultats. Attention donc aux pièces circulaires qui ne tiennent pas réellement compte de cette demande de cacher les angles, mais pour tous les autres objets, c'est vraiment le paramètre que je recommande d'utiliser. Pour les pièces circulaires, éventuellement faites de l'aléatoire. Si vous avez un besoin d'étanchéité, à ce moment-là, je recommanderais plutôt d'utiliser un mode vase qui va lui ne pas avoir une interruption et ne pas avoir ce système de reprise de couche et donc qui ne laissera pas cette cicatrice. Cinquième point, la ventilation. Alors, on va travailler ici la ventilation d'une manière un petit peu particulière. Étant donné qu'avec le PLA, on est déjà à 100%, on va parfois atteindre les limites, on va dire, en termes de ventilation du logiciel. Donc, dans ce cas-là, une des astuces, ça va être de travailler, on va dire, l'orientation de son modèle 3D en tenant compte de l'efficacité de la ventilation de son imprimante. Sur les imprimantes Makers, en général, on a une ventilation qui est pas homogène. On a une ventilation qui va généralement être uniquement produite d'un côté et donc un refroidissement qui n'est pas forcément homogène. Ce qu'on ne retrouvera pas forcément sur les machines semi-professionnelles, professionnelles, où là on a une tête d'impression qui est généralement conçue pour avoir une ventilation homogène et en général même sur les deux buses. En tout cas, sur une imprimante type Creality, l'un des upgrades effectivement qui peut être le plus intéressant et le plus utile, peut-être même le seul je dirais, c'est justement une évolution on va dire en termes de ventilation. Et vous allez voir que justement avec mon essai très bête d'une simple petite main imprimée dans un sens puis dans l'autre, mais en réalité les deux en même temps, eh bien vous allez voir que la différence de gestion justement des porte-à-faux est déjà notable. Et donc le simple fait de faire tourner, on va dire, son objet va déjà accentuer, on va dire, les capacités de la matière à refroidir justement dans la pente rien que de ce pouce qui justement est bien plus propre et bien plus net lorsque l'on a orienté la ventilation face à lui. Donc vraiment un réflexe que je vous invite à avoir, c'est de penser à ça lorsque vous optimisez, on va dire, vos positionnements d'objets. Pensez bien que la ventilation est très efficace dans un sens et un petit peu moins dans l'autre. Donc voilà, pensez à cette petite chose lorsque vous cherchez à optimiser vos résultats. Et pour terminer, on va voir deux points qui me semblent encore importants à mentionner. Ici, premièrement, j'ai testé l'impression d'une pièce assez complexe avec des zones qui sont très fines. Donc vous allez voir un cerf avec des bois. En réalité, quand on lance le profil par défaut, eh bien les bois ne s'impriment pas parce qu'ils sont justement trop fin et le filament a tendance à faire des allers-retours un petit peu trop violents, on va dire, en termes de rétraction pour éviter justement de laisser le plastique couler entre les différents endroits de bois à créer où finalement on dépose très peu de matière sur chaque zone. Et bien finalement, à cause de la rétraction, le filament fait énormément d'allers-retours sur un même segment de filament. Et ce segment de filament se retrouve finalement rongé à force d'aller-retour et eh bien on voit que le filament reste bloqué dans l'extrudeur, bloqué dans la buse et ce qui a produit comme résultat pour mon cas de même boucher mon extrudeur complètement parce que mon filament était bloqué dans mon téflon parce qu'il avait gonflé à cause de ce phénomène justement où le filament ne bougeait plus, il restait en chauffe, la chaleur
est remonté un petit peu dans mon filament et il a gonflé dans le téflon et là, c'était bouché. Donc bon, j'ai démonté ma petite Under 3, retiré le téflon, fait chauffer très légèrement avec le hot end la partie du téflon où le filament était bouché à l'intérieur, ce qui l'a ramolli et j'ai pu le retirer de cette manière-là. Donc voilà, c'est réparé, c'est pas grand chose, mais c'est le risque lorsque l'on travaille des zones très très fines où on dépose trop peu de matière entre chaque déplacement, on crée de la surrétraction et finalement notre filament ne bouge plus. Eh bien, je vais pouvoir ici dicter un comportement différent en termes de rétraction. Ici, je vais peut-être préférer ne pas activer trop de rétraction au risque justement de reproduire le phénomène que j'ai déjà connu. Ici, je vais plutôt privilégier peut-être un dépôt de matière peut-être un petit peu excessif pour justement ne pas risquer d'avoir cette interruption d'impression et ce bouchage de buse. On va retravailler la rétraction en réduisant le nombre de rétractions qu'on accepte sur un segment d'une longueur de 10 mm. C'est par défaut une centaine de mouvements qui est recommandé maximum. Eh bien, on voit que ce paramètre ne fonctionne pas réellement dans des cas aussi extrêmes. Donc là, je vous invite à passer la valeur comme moi à 20 et au moins vous aurez des rétractions qui sont produites vraiment quand c'est possible et ne pas trop en générer. Vous voyez que le résultat n'est pas parfait du tout, loin de là, mais au moins j'ai un minimum de mes bois qui sont créés. Bien évidemment, ça pourra nécessiter du post-traitement. Le but ici vraiment c'était d'aller dans l'extrême. Ici j'imprime des zones qui sont à peine plus grosses que ma buse et donc c'est effectivement quasiment impossible d'avoir quelque chose de net en FDM. L'autre paramètre qui est peu connu mais qui est plutôt efficace sur les surfaces horizontales, c'est le ironing. Le ironing en français étirage, qui est un paramètre intégré dans les logiciels comme Cura justement et qui permet de venir chauffer, on va dire, la dernière couche de notre impression ou en tout cas les couches horizontales de manière à relisser un petit peu la matière en utilisant la chaleur de la buse. Par défaut, il y a un léger dépôt de filament qui est fait en parallèle. Ça, c'est pas une obligation. Simplement, le fait d'approcher la buse bien chaud de notre dernière couche et de croiser un petit peu va lisser naturellement votre objet et apporter un rendu beaucoup plus lisse, au moins au toucher. Et généralement, on a aussi un gain visuel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo donc sur l'optimisation des résultats visuels de vos impressions 3D. J'espère que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. N'hésitez pas à partager vos résultats sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Polyfab 3D. Ça nous fera toujours plaisir. Merci encore pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois.